Bonjour, en direct de l'hôpital de Creil, donc dans l'Oise. Loïc Penn, bonjour, vous êtes médecin urgentiste. Oui, bonjour. Et Jean-Jacques Pic, médecin interniste retraité, venu prêter main forte à l'hôpital. Bonjour. Bonjour. Alors, une première question dans ce live. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui aux urgences de Creil? Loïc Penn. Ouais, ça se passe pas si mal, hein. On a moins de patients que ce qu'on a en temps habituel en dehors de l'épidémie. Alors, on a toujours nos patients graves, chroniques. On a des urgences qui sont pas des urgences liées au coronavirus. Alors, plusieurs raisons à cela, hein. La première, c'est que les gens ne viennent pas aux urgences s'ils ont des petites choses. C'est bien, c'est très bien, parce que ça nous évite d'être encombrés. Et puis, par ailleurs, il y a Jean-Jacques nous en parlera, un circuit dédié qui a été mis en place pour les gens qui sont susceptibles d'avoir le coronavirus. Et donc, ces gens ne passent pas dans les urgences. Alors, on le disait sur un précédent live, l'idée, c'est vraiment de ne pas croiser les gens qui ont le Covid et les gens qui sont dans les urgences. Parce qu'on a, nous, des patients habituels, hein, qu'on a toujours, qu'on continue à avoir, qui ont des pathologies aiguës ou chroniques, mais qui les rendent particulièrement susceptibles de faire des formes graves avec un virus tel que le Covid. Et donc, c'est les patients qui, eux, ont des formes peu graves de Covid. Alors, les graves de Covid, on les met en isolement aux urgences. Mais les patients qui sont peu symptomatiques vont d'abord sur une consultation dédiée assurée par toute une série de médecins. Alors, certains retraités, d'autres qui travaillent dans le privé, d'autres qui sont libéraux. Enfin, on a toute une panoplie de médecins qui sont venus. Il y a une belle mobilisation, je pense, d'un certain nombre de médecins. Alors, des gens qui, comme moi, avaient du temps possiblement à donner, mais d'autres médecins qui se trouvent un petit peu en panne de leur patientèle habituelle. Et on a, par exemple, depuis 2 jours avec nous, des chirurgiens orthopédistes, puisqu'une bonne partie de leur activité non urgente a été déprogrammée. Et du coup, ils se trouvent avec un petit peu de temps libre, ce qui est très, très inhabituel dans la vie d'un chirurgien. Et un certain nombre sont venus, je crois spontanément, ou par intérêt en tout cas et conscience de la nécessité de renforcer les équipes, sont venus nous filer un coup de main, et leur présence est extrêmement importante, parce que l'une des choses qui moi m'a paru majeure, et qui moi en tant que retraité, quand l'hôpital m'a demandé de venir prêter main forte, c'est l'idée de laisser les médecins de l'hôpital faire leur boulot habituel. Parce que les autres pathologies n'ont pas disparu. Alors même si certains recours un petit peu pas trop graves ont diminué, il y a toujours du diabète, il y a toujours du cancer, il y a toujours des vieillards qui tombent de leur lit, il y a toujours des activités médicales programmées qui du coup se trouvent déprogrammées, mais à force d'être déprogrammées, vont finir par se décompenser, devenir urgentes. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de laisser les gens, les médecins, pouvoir garder du temps pour leur activité habituelle. Alors, concrètement, comment ça se passe? Vous disiez, il y a un circuit Covid-19 qui est mis en place à l'hôpital. Donc, comment ça se passe? Une personne qui a des symptômes de grippe à la maison, qui a de la fièvre, des courbatures, quelle est la procédure à suivre pour cette personne? Effectivement, elle va arriver aux urgences, qui est son débouché habituel. Dès les urgences, l'infirmière d'accueil et d'orientation, repérant les symptômes, va lui donner un masque et nous l'adresser dans le circuit court qui se trouve tout près des urgences, sur le même palier, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, concrètement. Et là, nous allons, l'équipe de ce circuit court, de l'unité Covid, on va l'appeler comme ça, elle n'a pas vraiment d'autre nom, va la voir, faire l'évaluation de la situation clinique, vérifier la respiration, les paramètres, etc., l'entretien médical. Et là se passe une étape qui est une étape clé, qui est celle, fait-on un test de dépistage du virus, du coronavirus? Nous le faisons, mais nous ne le faisons pas systématiquement sans réfléchir, pour plusieurs raisons. Et ces raisons, elles ont évolué depuis le début de l'épidémie en France. Nous nous posons la question. Voici pourquoi en 3 mots. La première, dans un certain nombre de cas, ce test est inutile
par exemple, quand il y a dans les très proches quelqu'un qui a déjà été repéré comme porteur du Covid, avec des symptômes de ce type, il est à peu près inutile de chercher plus loin. La deuxième des raisons tient au nombre de tests disponibles. Il y en a. Il n'y a pas de pénurie de tests. Nous disposons de quelques dizaines de tests par jour. Là, on a 27 pour la journée. En même temps, c'est pas énorme. On aurait envie d'en faire beaucoup plus pour une meilleure connaissance de l'épidémiologie du terrain. Y a-t-il des porteurs complètement asymptomatiques? Y a-t-il des porteurs avec juste la gorge qui gratte, etc. Nous avons, on va dire, on a choisi le fait de contingenter quand même la pratique du test à une certaine intensité des symptômes, ou bien une situation clé par l'âge ou par l'existence d'une autre maladie susceptible de s'aggraver, ou bien par la situation psychosociale. C'est-à-dire des personnes complètement isolées qui ne pourront pas revenir nous voir, ou que nous avons la peur de ne pas revoir ou pas pouvoir contacter tout bêtement pour des raisons de téléphone dans les 24-48 heures qui viennent. Donc, ou des gens qui sont des soignants eux-mêmes, ou des gens qui, pour toutes ces raisons, nous préférons faire le test d'emblée. Mais dans beaucoup de cas maintenant, ce qui nous prend pas mal de salive pour l'expliquer aux gens, nous ne faisons pas le test immédiatement et nous repoussons éventuellement à 24 ou 48 heures plus tard selon l'évolution de la situation. Il y a aussi les gens qui sont en fait malades depuis plus d'une semaine ou plus de 10 jours. Nous savons très probablement, parce qu'on connaît de l'histoire des formes graves de la maladie, qu'ils ont en quelque sorte passé le cap du moment où leur situation pourrait beaucoup s'aggraver. Il reste une question importante, sont-ils encore potentiellement contaminateurs? Les informations que nous avons disent que probablement oui, mais à vrai dire on ne le sait pas vraiment, parce que même s'ils sont positifs au test, on ne sait pas si le virus est encore vraiment actif, donc on leur donne évidemment le confinement, enfin les conseils habituels, mais nous ne les hospitalisons pas. Donc voilà, chez nous on a le test ou pas, et l'évaluation de la situation clinique. Des critères éventuellement d'hospitalisation, parce que vraiment on pense qu'il y a des risques. Et là, le système a été organisé pour essayer d'avoir une certaine fluidité. Alors, au moment où on parle, le système n'est pas saturé. Il en est pas loin, mais il ne l'est pas tout à fait. Il y a dans une salle dédiée, qui est au 3e étage de l'hôpital, des lits d'hospitalisation pour des gens dont l'état requiert l'hospitalisation, mais dont le résultat du test n'est pas encore disponible, parce qu'il faut environ 48 heures. Donc, dans ces gens-là, il y en a une partie qui vont être finalement positifs au test Covid et une partie qui ne le sera pas. On porte attention particulièrement à la grippe, puisque l'épidémie de grippe, elle est certes sur sa fin, mais elle n'a pas encore disparu. Donc, nous faisons aussi des tests de grippe, parce qu'on a bien compris qu'on ne pouvait pas avoir la grippe et le Covid en même temps. Donc, quand il y a la grippe, on est quelque part bien content, enfin, si on peut dire, parce qu'on sait que on est dans une situation qui peut être potentiellement grave. La grippe, ça peut être grave, enfin, en tout cas, quelque chose que nous connaissons. Donc, dans ce 3e étage, sont hospitalisés. Alors, au moment où on parle, il y a quelques lits disponibles, encore 4 ou 5, mais il y a une dizaine de personnes qui sont hospitalisées. Et à l'étage numéro 4, il y a un secteur clairement dédié aux personnes Covid positives. D'accord. Là aussi. Donc, alors, la particularité de ce service, c'est qu'on peut se permettre, puisque les gens seront positifs, de les mettre en chambre de 2, alors qu'au 3e étage, ils sont séparés. Ils sont pas 2 par chambre, puisqu'on ne veut pas prendre le risque de mettre quelqu'un qui serait Covid avec quelqu'un qui ne le serait pas. Par contre, une fois que les gens sont Covid positifs, le fait d'en mettre 2 par chambre et en respectant les précautions d'hygiène hospitalière habituelles, voilà, ça ne rajoute pas de gravité particulière. Là aussi, au moment où on parle, il y a quelques lits disponibles. Donc, le système fonctionne à peu près. Il n'est pas loin de la saturation, mais pas tout à fait.
Et puis bien sûr, mais là c'est un autre domaine, les patients les plus graves sont en réanimation, l'étage en réanimation, en général sous ventilation assistée. Pas de données d'aujourd'hui, mais il y a quand même pratiquement la moitié de ce service qui est occupé par des patients Covid positifs. D'accord. Pouvez-vous rappeler les mesures, les consignes de sécurité pour tout un chacun aujourd'hui et pourquoi elles sont nécessaires? En fait, on l'a dit, mais on le redit. On a aujourd'hui une stratégie de confinement des gens, voilà, de distanciation des rapports sociaux, c'est le terme qui a été utilisé, mais c'est vraiment ça. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de traitement. Peut-être que tu pourras dire un mot d'ailleurs sur les pistes, parce qu'il est meilleur que moi sur cette question-là, c'est une évidence. Mais pour l'instant, à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas de traitement validé. Donc quand on n'a pas de traitement validé, la première chose à faire, c'est que les gens n'attrapent pas la maladie. On a un virus qui a commencé à circuler, c'est très clair. Maintenant, on en a en France. Simplement, on peut limiter le nombre de patients atteints. Alors même si la létalité de ce virus n'est pas très forte. Je disais la dernière fois, on avait les derniers retours, c'était une létalité entre 0,9 et 1,1%, mais avec un dénominateur, un nombre de patients contaminés qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas fait des tests à tout le monde, Jean-Jacques le disait, et on a des formes asymptomatiques, donc on sera sûrement sur une létalité encore inférieure. Mais la problématique n'est pas la létalité, elle est le nombre de patients touchés. Parce que même si on n'a que 0,1 de létalité, ce sera sûrement un petit peu au-dessus. Si on a 50 millions de Français qui chopent ce virus, ça va faire du monde qui va faire des formes graves, voire des formes mortelles. Donc l'enjeu, c'est bien de réduire le nombre de contaminés, ça c'est la première chose. Et la deuxième, puisqu'on le voit, même si pour l'instant nous ne sommes pas à saturation, on est quand même tendu, fait attention. Donc la deuxième raison de ce confinement, c'est de réduire la vitesse de la contamination. Là encore, 1000 patients qui arriveraient en un jour à l'hôpital de Creil, nous serions totalement noyés. Par contre, si on réussit à étaler ces contaminations sur 20 jours, c'est 50 patients qui arrivent par jour, c'est le même nombre, mais 50 par jour, on n'est pas noyé. On fera le même nombre de patients, mais on pourra ne pas submerger le système de santé. Là, en ce moment, c'est le problème qu'on a en Alsace, où on a beaucoup de patients qui saturent les capacités du système de soins alsacien à prendre en charge, et donc on est sur une vraie difficulté. Il faut qu'on réussisse à diminuer ça, et donc le confinement est déterminant. Ça veut dire qu'il faut encore appliquer les gestes barrières, ne pas se serrer la main. Alors pour cela, on est un peu proche, on l'avait dit, mais on reste à distance les uns des autres, et puis on limite en fait les rapports avec les autres. On ne va pas voir la famille, on ne va pas travailler quand ce n'est pas nécessaire. Le travail est réservé uniquement aux secteurs qui sont indispensables au fonctionnement du pays, les services publics pour l'essentiel. D'ailleurs, c'est pas une surprise qu'on trouve les services publics dans cette histoire-là, les hôpitaux, mais aussi, alors même si c'est partiellement privatisé, les électriciens gaziers, les transports quand c'est utile. Enfin voilà, il y a des choses à conserver. Il y a d'autres choses qu'il ne faut plus faire. En effet, il n'y a pas d'intérêt à maintenir ouverts les commerces qui ne sont pas alimentaires, ou à maintenir les travaux publics. Donc voilà, ce sont toutes ces logiques qu'il faut prendre en main. Et on le disait, il y a des gens qui sont un peu réfractaires, qui voudraient bien sortir, on peut l'entendre, on peut le comprendre. Il y a d'ailleurs la possibilité de sortir un petit peu, mais il faut bien comprendre que, et ça concerne surtout les jeunes gens, la plupart d'entre eux ne feront pas de forme grave, font des symptômes modérés, donc ils pourraient se dire tant pis je sors, sauf que si on fait ça, on risque d'être la cause d'une contamination de quelqu'un d'autre, de proches, de gens plus âgés, des parents, des grands-parents, qui eux risquent de faire des formes graves, voire des formes mortelles. Donc il faut que vraiment on reste sur cette logique de protection collective de la population, et pour ça, oui, il y a une contrainte, mais mieux vaut perdre un mois à 45 jours que perdre quelqu'un qu'on aime bien, voilà. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications très claires et très pédagogiques. On n'en fera jamais assez pour bien expliquer à tout le monde la nécessité du confinement. Est-ce que, parmi les questions qu'on a, est-ce qu'il y a des médecins qui ont été infectés? Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, il y en a quelques-uns qui sont plus médiatiques que d'autres et qu'on a entendus sur les ondes.
Oui, le fait d'être soignant, quelles que soient les précautions qu'on prenne, et nous en prenons beaucoup, mais il faut quand même un petit peu tout le temps courir partout, à droite, à gauche, et on ne peut pas être 100% parfait. Je pense qu'il faut... Il y a deux gros profils. Il y a, je crois, les services de réanimation qui véritablement sont un bouillon de culture de Covid, notamment du fait de la ventilation assistée, c'est-à-dire que pour passer le cap de l'insuffisance, de la détresse respiratoire, ces personnes demandent une ventilation assistée mécanique avec des machines pendant des jours et des jours. Ce système de ventilation artificielle, sans être des grands physiciens, on comprend bien que ça envoie beaucoup de particules dans l'atmosphère. Donc les soignants en réanimation en atmosphère en plus confinée sont très exposés et les précautions qu'ils prennent sont supérieures à celles que nous prenons, ceux qui s'occupent des cas cliniques dans les formes moins graves. Et il y a des soignants de réanimation, et c'est tout à fait capital de préserver les soignants de réanimation parce que ce sont eux qui, in fine, vont sauver les malades les plus graves. Le deuxième mode de contamination des soignants, c'est dans les milieux de soins aux personnes âgées, parce que là, souvent les moyens qui sont fournis pour la lutte contre les infections nosocomiales et pour l'hygiène hospitalière sont moindres, pour toutes les raisons budgétaires que vous connaissez, et le ratio de soignants par personne, notamment dans les EHPAD, est très bas. Donc le temps, les infirmières, les aides-soignantes, éventuellement les médecins courent après le temps, et quand on court après le temps, eh bien, on fait des approximations avec, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc oui, et la troisième cible probablement à préserver de façon très importante, ce sont les infirmières et les médecins de ville. Parce que pour les médecins, c'est vraiment le premier rempart, maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes infectées, premier rempart de recours pour toutes les personnes potentiellement infectées, et deuxièmement les infirmières libérales, parce qu'elles assument une très grosse partie des soins à domicile de personnes précisément les plus fragiles. Donc elles sont un élément très important. Quand on dit qu'il faut protéger les soignants, c'est un petit peu égoïste quelque part, mais pas beaucoup finalement. C'est nous protéger comme étant les agents de la protection des autres. Alors justement, est-ce que le matériel et les protections nécessaires sont là? Est-ce que vous disposez du matériel nécessaire? Ouais, pour l'instant à Creil, nous avons des masques. Alors, moi, je l'ai dans le dos parce que voilà, pour le film, mais nous avons des masques. Ils sont en quantité comptée. On n'a pas de stock et il faut très rapidement en faire reparvenir partout parce que on n'a pas des jours et des jours de réserve. Mais nous n'avons pas été en rupture. Il y a d'autres hôpitaux pour lesquels il y a eu des ruptures. On a vu à Lille ou à Grenoble, si je ne me trompe, des consignes pour faire des masques en tissu, faute de masques FFP2. On a vu des masques, là c'était Beauvais, juste à côté de chez nous, des masques FFP2 distribués au personnel, périmés depuis 2011, je crois, parce que c'était des restes du H1N1. Donc voilà, là il y a un problème. Mais ce qui va être le plus déterminant, Jean-Jacques le disait, c'est on a eu une vraie difficulté. Moi, j'avais une collègue au téléphone qui travaille en ville, qui a suspendu ses consultations programmées, qui fait des renouvellements d'ordonnances un peu à la chaîne, et qui a suspendu ses consultations pour voir du Covid, pour voir les patients qui l'appellent. Ce rôle-là, il est essentiel, parce que sinon, ils arrivent tous à l'hôpital et saturerait complètement notre capacité à les prendre en charge. Donc là, ils sont sur la brèche. Ils n'avaient pas tous des masques. Et là, il y a besoin que très rapidement, ces masques parviennent aux médecins de ville, aux infirmières de ville aussi, parce que Jean-Jacques le disait, ils s'occupent des personnes fragiles qui n'ont pas forcément du Covid, mais par contre, s'ils tombent malades et qu'ils ne prennent plus en charge ces patients vont décompenser et venir à l'hôpital saturer de nouveau les urgences, pas sur le Covid, mais sur d'autres problématiques. Donc, tout se tient. Il faut absolument que ce système qu'on a mis en place depuis des années, alors qui a été fortement attaqué, je l'ai dit la dernière fois, on se souviendra
de cette année de grève où on a lancé des alertes et où rien ne s'est passé, où le gouvernement a continué l'austérité sur les hôpitaux. Sauf que voilà, là, on fait avec ce qu'on a. Et on réglera nos comptes plus tard, mais là, le moment, c'est à ce que ça fonctionne. Et donc, il faut absolument préserver le tissu de ville pour ne pas submerger le tissu hospitalier. On va pas prendre les mêmes patients en charge, mais si on voit la ville avec des médecins malades ou des infirmières malades qui ne peuvent plus faire ce rôle de premier rempart, c'est exactement ça, nous serons débordés. Alors, Loïc Penn, justement, vous êtes le premier chef de service des urgences à avoir démissionné il y a de cela plus d'un an. Je crois que c'était en janvier 2019. Pour marquer votre désapprobation et tirer la sonnette d'alarme quant à la nécessité de donner des moyens à l'hôpital public. Depuis, des milliers de chefs de service des urgences ont démissionné. Aujourd'hui, vous êtes présent aux urgences, vous assurez le nécessaire, et pour autant, il me semble que vous êtes en grève toujours, vous exigez toujours la même chose. Oui. En fait, la grève ne s'est pas arrêtée. C'est pas parce qu'on est en grève qu'on va pas travailler et qu'on va pas prendre en charge. De toute façon, toute l'année, on a été sur un mouvement de grève. Les urgences de Creil ont commencé leur mouvement de grève fin janvier 2019. C'est-à-dire que ça fait plus d'un an. C'est un mouvement qui est complètement inédit, qu'on n'a jamais vu, mais on comprend bien pourquoi, finalement, maintenant. Quand on disait que vraiment on était en difficulté, voilà, il a fallu attendre une épidémie pour que tout à coup on se rende compte qu'en effet il fallait donner des moyens à la santé publique. Bon, c'est bien de s'en rendre compte maintenant, mais enfin quand même, ça aurait été bien d'écouter tous ces soignants, parce que ça c'est pas que les urgences, ça s'est répandu à l'ensemble de l'hôpital. Ça aurait été bien de les écouter dans l'année qui vient de passer. Mais ça encore, voilà, je vais pas faire la polémique maintenant. On en rediscutera. Après, la grève, c'est pour dire nous n'oublions rien. Et nous continuons à exiger des moyens parce que Emmanuel Macron a annoncé 300 milliards pour les entreprises et les banques, très bien. Je peux entendre qu'il faille préserver les entreprises de la faillite. On aura besoin de tissu économique. Pour l'instant, nous n'avons pas d'annonce précise sur l'hôpital. Donc nous maintenons cette grève. J'ai pas entendu parler d'augmentation des salaires, j'ai pas entendu parler d'augmentation des effectifs, j'ai pas entendu parler de renoncer à la dette complètement des hôpitaux, j'ai pas entendu parler d'augmentation de 5 milliards dont on a besoin sur l'Ondam. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qu'on aimerait bien entendre. Donc la grève, elle continue. Pour autant, elle n'empêche en rien la prise en charge des populations. Ça aussi, j'ai dit, il y a de la rancune, il y a de la colère sur les décisions qui nous ont été appliquées. Cette rancune et cette colère, elle est absolument pas dirigée contre nos concitoyens. Elle est dirigée contre une équipe politique qui a pris des décisions qui sont mauvaises et aujourd'hui tout le monde le constate. Alors, on continue à recevoir beaucoup de messages. Ce live est très suivi. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui nous suivent actuellement. Vous êtes 461 là, en ce moment et ça monte. Voilà. Alors, beaucoup de messages de soutien, beaucoup de monde qui dit que on est de tout cœur avec vous, beaucoup de bravo, vous êtes nos héros, dit-on. Le soir, 19h, 20h, la France applaudit maintenant au balcon, elle applaudit les soignants. Est-ce que vous entendez ces applaudissements et est-ce que ça vous fait quelque chose ? Alors je les entends pas, je les entends pas parce que je suis au milieu de nulle part, mais oui, bien sûr, c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vécu. En même temps, je pense que il y a d'autres que nous. Sur une chaîne de radio, en arrivant ce matin, j'entendais une ode aux caissières de supermarché, qui sont le lien social qui peut rester à tout un chacun. Les éducateurs, parce que nous avons ici à Creil, pas très différent d'autres endroits, un milieu urbain très défavorisé avec des populations très très précaires pour plein de raisons, dont la migration ici qui est un phénomène important, ou des SDF ou de diverses... Très ancienne, on en vient aussi d'ailleurs. et voilà, il y a des gens qui font le travail social et médico-social, qui sont, alors peut-être pas techniquement aussi exposés que nous, mais quand même si, parce qu'ils ont moins de moyens de protection. Nous en avons un peu, comme disait Loïc. Ils abordent les gens en amont puis en aval. Donc, à mon avis, on n'est pas les seuls à, entre guillemets, mériter, je ne sais pas si on mérite quelque chose, mais en tout cas, à être sur le pont, sur le front de cette situation que, en plus, dans nos vies,
les uns et les autres, quel que soit nos âges, on n'a jamais connu. Donc on est obligé d'improviser, d'inventer des nouveaux comportements, on le voit. Voilà. Donc, ouais, si, moi je suis très sensible à ça, mais en même temps, il n'y a pas que nous. Ouais, moi je partage ce que dit Jean-Jacques, parce que faut faire attention. De toute façon, c'est pas de l'héroïsme, hein, c'est un travail. C'est un travail. Tout le monde l'a toujours fait. Moi je disais, les soignants, leur attitude, c'est qu'ils sont au boulot comme ils l'ont toujours été. Alors après, oui, il y a des risques, mais des risques qui sont partagés par toute la société aujourd'hui. Donc nous, on a un travail bien précis. Et l'hôpital, c'est pas une île. On le disait tout à l'heure, on peut pas tout fermer parce qu'en effet, il y a des gens qui, s'ils fermaient, nous on s'arrête. Si on n'a plus d'électricité, on s'arrête. Si on n'a plus d'oxygène, on s'arrête. Si on n'a plus de médicaments, on s'arrête. Si on n'a plus d'alimentation, on s'arrête. Donc là, c'est une logique. Alors, plutôt que héros, moi j'aimerais bien que, parce que ça, c'est le terme qui a été utilisé par le président Macron, là, les héros en blouse blanche. Bon, j'entends bien les enjeux politiques de faire ce genre de déclaration, mais plus que de l'héroïsme, si on pouvait nous donner les moyens de travailler normalement, si on pouvait vraiment apporter les moyens à l'hôpital public, voilà, là c'est plus ça moi que j'attends, toi aussi je suppose d'ailleurs, que de nous faire appeler héros, où c'est pas la question, parce qu'en effet, moi je suis très content de voir les caissières où je vais faire mes courses parce qu'il faut aussi manger, et tout ce qu'on a fait pour elles, alors c'est mieux que rien parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de le faire, mais c'est d'enrouler du plastique devant leur caisse pour que quand les gens passent, ils puissent pas pousser sur elles. Bon, c'est limité comme protection. C'est mieux que rien, c'est bien de l'avoir fait, mais voilà, il faut bien mesurer que ces hommes et ces femmes travaillent aussi pour que tout continue dans des conditions de protection qui sont précaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous dites que pour le moment, les choses sont en l'état tenu au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de débordement, mais néanmoins, vous attendez la vague potentielle, si elle arrive. D'après vous, les mesures de confinement nécessaires pour maintenir cette vague qui est crainte, devrait durer combien de temps? Est-ce que vous pensez qu'on est parti sur un confinement de 15 jours, d'un mois ou d'un peu plus? Réponse. Je vais bien essayer de répondre tout en disant immédiatement que je n'ai pas la réponse, mais je pense que vous y attendiez, parce qu'on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle. On en a quelques-uns, mais on a les modèles des autres épidémies d'infections respiratoires aiguës qu'on a pu vivre par le passé, la principale étant les diverses formes de grippe. Et on est sur cette courbe en cloche que le ministre a dessinée et que tout le monde connaît maintenant. On est sur une totalité d'à peu près 3 mois. Mais on n'a pas de référence d'autres infections à coronavirus qui soient arrivées chez nous, puisqu'on n'en a jamais eu de ce type-là. On peut peut-être s'appuyer un peu sur ce qui se passe en Chine, pour autant qu'on sache ce qui se passe en Chine. C'est quand même beaucoup de points d'interrogation. Quand même 2 leçons à en tirer, c'est que de toute façon cette épidémie elle aura une fin. Et la deuxième leçon à en tirer, c'est que le confinement à la mode de ce qui est fait en ce moment est probablement ce qu'on peut faire de plus efficace pour, comme disait Loïc tout à l'heure, étaler cette courbe pour qu'elle ne soit pas suffisamment pointue pour nous déborder complètement. Donc, on a envie de dire 2-3 mois de totalité, mais nous ne savons pas où nous en sommes. De l'augmentation, où est-ce qu'on est par rapport au sommet de la courbe? Est-ce qu'on est presque au sommet de la courbe? Est-ce qu'on n'y est pas du tout? On est en gros quand même sur un doublement des cas diagnostiqués par jour, donc on peut faire une modélisation mathématique, certains l'ont fait, mais on ne sait pas où s'arrêtera le sommet de cette modélisation mathématique. On va devoir finir parce que là, oui, bien sûr. Bien sûr, merci D'ailleurs, beaucoup. moi j'ai pris sur la pause repas, donc quand même. Mais sur le confinement, 15 jours sera sûrement insuffisant. Ça, on peut quand même le dire. Déjà, rien que parce que l'incubation du virus, la dernière que j'ai lue, moi, c'était entre 2 et 12 jours. Je sais pas si tu as lu la même chose. Oui. Alors donc. Probablement plutôt un maximum vers 6, vers 5, 6, etc. Voilà. Mais il y a toujours des gens un peu plus courts, un peu plus longs. Du coup, on ne sait pas trop déjà. Là, on a commencé une quarantaine, il y avait déjà eu des contaminations. On va voir déjà pendant cette première
quinzaine de quarantaine, combien vont être contaminés, parce que déjà ça va nous donner une idée de tout ce qui est monté. Et ensuite, forcément, parce que c'est pas parfaitement respecté, malheureusement, j'insiste, il faut vraiment le respecter au mieux cette quarantaine, il y aura d'autres contaminations et on va voir combien de temps il faut prolonger, parce que si les gens sont malades dans les 6 à 15 jours, allez, donnons ça, derrière, ça a l'air de durer 10 à 15 jours. La durée de vie du virus, c'est 20 jours à peu près, quoi. Il y a des maladies voilà, entre 1 et 2 semaines. Mais... Donc ça veut dire que là, on a déjà débordé la quinzaine, on le sait. Après, voilà, c'est une première quinzaine qui est annoncée parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. On va sûrement devoir prolonger un petit peu les choses, mais je disais tout à l'heure, oui, c'est des contraintes, c'est pénible, mais voilà, mieux vaut perdre 45 jours de sa vie que quelqu'un qu'on aime. C'est aussi simple que ça. Donc il faut vraiment raisonner là-dessus. Et oui, c'est des contraintes pour tout le monde. Il y a un côté pénible, mais il va falloir l'appliquer parce que tant qu'on n'a pas de traitement, on n'a pas eu le temps de parler des traitements, mais il y a des voies de recherche qui commencent à être mises en place et des expérimentations qui sont prometteuses quand même. Il y a des choses. Voilà. Donc, mais on aura l'occasion d'en reparler une autre fois sûrement, parce que là, il faut vraiment que j'aille travailler quand même. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications, et vraiment utiles, vraiment nécessaires. 720 personnes suivent ce live, donc on reviendra vous voir. Merci de répondre à ces questions régulièrement. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent, rappelez que vous pouvez retrouver énormément d'informations sur le site de l'Humanité. Merci de nous suivre. Vous pouvez accéder à tous nos articles et toutes les analyses sur le Covid-19. Et encore une fois, Loïc Penn et Jean-Jacques Pic, merci pour ce temps passé avec nous et à très bientôt. Oui, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.